Une professeure aveugle se soumet à une chirurgie expérimentale secrète, mais le jour de son mariage, elle commence à voir et remet en question ses choix. Isabelle marchait avec agilité dans les rues familières, sa canne blanche n'étant qu'un complément à la carte mentale qu'elle avait créée au fil des années. La cécité, résultat d'une rétinite pigmentaire diagnostiquée à l'adolescence, ne l'avait jamais empêchée de percevoir le monde à sa manière. En fait, ses autres sens étaient tellement aiguisés que de nombreux habitants croyaient qu'elle possédait une sorte de don. « Bonjour, Madame Lambert. Les croissants sentent merveilleusement bon aujourd'hui, » disait-elle en passant devant la boulangerie, tandis que la dame de 70 ans souriait d'admiration. « Comment fait-elle pour toujours savoir ?» chuchotait Madame Lambert aux clientes, comme si Isabelle gardait un secret magique. L'école se trouvait à 15 minutes de marche de chez elle. En chemin, Isabelle comptait mentalement ses pas, reconnaissait les voix des commerçants ouvrant leurs boutiques et percevait les différentes odeurs que chaque partie de la ville exhalait. Elle avait transformé l'absence de vision en une opportunité pour développer une perception différente du monde. À l'école, ses élèves l'adoraient. Isabelle enseignait avec passion, utilisant des méthodes créatives qui rendaient l'apprentissage une expérience sensorielle complète. Ses cours étaient remplis de musique, de textures et d'histoires qui transportèrent les enfants vers d'autres mondes. « Madame Isabelle, comment savez-vous quand nous sommes attentifs si vous ne pouvez pas nous voir ?» demanda un jour le petit Mathieu. Avec un sourire serein, elle répondit « Je sens votre énergie, j'entends votre respiration, je perçois quand vous bougez sur vos chaises. Parfois, on voit mieux avec le cœur qu'avec les yeux. » Malgré l'admiration que beaucoup lui portaient, Isabelle affrontait quotidiennement les préjugés voilés de certains habitants qui ne croyaient pas qu'une personne aveugle puisse être pleinement indépendante. Parmi ces sceptiques se trouvait Théodore Saunier, directeur de l'école et membre du conseil municipal, qui suggérait constamment qu'Isabelle devrait avoir un assistant permanent en classe. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup quand on débute. Et maintenant, continuons. La vie d'Isabelle suivait son cours tranquille jusqu'au jour où la mairie décida d'organiser une foire artisanale sur la place centrale pour célébrer l'anniversaire de la ville. Des artisans de toute la région furent invités à exposer leurs œuvres, et parmi eux se trouvait Gabriel Armand, un jeune homme de 32 ans venant du village voisin de Vieux-Chêne, connu pour ses sculptures en bois qui racontaient des histoires du patrimoine français. C'était un samedi après-midi lorsqu'Isabelle, guidée par la curiosité et l'animation de la foire, décida de découvrir les œuvres exposées. Marchant entre les stands, elle touchait délicatement chaque pièce, sentant leurs formes et textures, créant des images mentales de ce que ses doigts découvraient. En arrivant au stand de Gabriel, elle fut accueillie par une voix grave et chaleureuse. « N'hésitez pas à toucher les sculptures, elles ont été faites pour être ressenties. » Les doigts d'Isabelle dansèrent sur une pièce représentant un joueur d'accordéon assis sous un arbre. Chaque détail avait été sculpté avec une précision impressionnante. « C'est incroyable, comme vous avez réussi à capturer la musique simplement avec du bois, » commenta-t-elle, émerveillée. Gabriel l'observait avec fascination. Contrairement à beaucoup de personnes, il ne montrait ni pitié ni gêne face à sa condition. « Comment savez-vous qu'il s'agit d'un accordéoniste qui joue ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. « Par les doigts positionnés sur les touches, par l'inclinaison du corps, par l'expression que je ressens sur le visage de la figure, le bois raconte des histoires à qui sait écouter. » Cette rencontre marqua le début d'une amitié qui s'épanouissait à chaque visite de Gabriel à Saint-Florent. L'artisan commença à fréquenter la ville régulièrement, toujours sous prétexte de vendre ses pièces au marché local, mais la vraie raison était de pouvoir être près d'Isabelle. En peu de temps, Gabriel se mit à l'accompagner dans ses promenades à travers la ville, décrivant couleurs et paysages qu'elle ne pouvait voir, tandis qu'Isabelle lui apprenait à percevoir sons et arômes qu'il n'avait jamais remarqués. C'était comme si chacun complétait la perception de l'autre sur le monde. Le rapprochement entre Isabelle et Gabriel ne passa pas inaperçu auprès des habitants de Saint-Florent, particulièrement pour Richard Beaumont, fils unique d'une des familles les plus influentes de la région. Propriétaire du plus grand domaine viticole et membre du conseil municipal, Richard avait toujours manifesté de l'intérêt pour Isabelle, voyant en elle une combinaison rare de beauté, d'intelligence
et de sensibilité. Pour Richard, Isabelle représentait l'épouse idéale, assez cultivée pour l'accompagner lors d'événements sociaux, mais suffisamment vulnérable pour dépendre de lui. Il s'enorgueillissait de ses attitudes chevaleresques envers elle, sans percevoir à quel point son comportement protecteur masquait une vision condescendante sur la capacité d'Isabelle à vivre pleinement. Un dimanche après-midi, alors qu'Isabelle et Gabriel se promenaient sur la place, Richard les aborda avec son habituel ton cordial, qui dissimulait mal son malaise. « Isabelle, quelle agréable surprise! Je pensais justement vous inviter à la soirée de bienfaisance au domaine le week-end prochain. » Il fit une brève pause avant d'ajouter « Bien sûr, votre ami est également invité s'il souhaite vous y accompagner. » Le ton condescendant n'échappa pas à Gabriel, qui perçut le message sous-entendu de Richard. Il n'était qu'un accompagnateur d'Isabelle, pas un prétendant. « Merci pour l'invitation, Richard, » répondit Isabelle avec gentillesse. « Nous serions ravis d'y aller, n'est-ce pas, Gabriel ?» Gabriel acquiesça, plus par égard pour Isabelle que par désir d'assister à un événement au domaine de Richard. Après que Richard se fut éloigné, Gabriel ne put contenir son malaise. « Il parle comme si vous aviez besoin d'une nounou, pas d'un compagnon. » Isabelle soupira, habituée à ce genre de traitement. Beaucoup de gens confondent cécité et incapacité. Richard a grandi dans un environnement où les femmes ont toujours été protégées et n'a jamais eu besoin de remettre en question ses privilèges. Il a de bonnes intentions, il ne sait simplement pas comment les exprimer sans paraître supérieur. La générosité d'Isabelle, en interprétant les attitudes de Richard, ne faisait qu'augmenter l'admiration de Gabriel pour elle. Alors qu'il marchait, il observait comment elle se déplaçait avec assurance dans les rues familières, comment elle saluait chaque personne par son nom, simplement au son des pas ou au parfum, comment elle souriait dans sa direction exacte quand elle parlait. C'était comme si elle voyait au-delà de la surface visible des choses. La soirée au domaine Beaumont était l'événement social le plus attendu de l'année à Saint-Florent. Sous prétexte de collecter des fonds pour des œuvres sociales, la famille ouvrait les portes de sa demeure imposante pour montrer son opulence aux invités, politiciens locaux, entrepreneurs et personnalités influentes de la région. Isabelle et Gabriel arrivèrent ensemble, elle portant une robe bleue simple mais élégante, et lui vêtue du seul costume qu'il possédait, légèrement mal à l'aise face à la formalité de l'environnement. Ils furent accueillis par Richard, qui prit immédiatement le bras d'Isabelle pour la guider à travers le salon. « Permettez-moi de vous présenter à quelques personnes importantes. Il y a un inspecteur régional de l'éducation qui serait fasciné par votre méthode d'enseignement, » dit-il, ignorant pratiquement la présence de Gabriel. Avant qu'il ne puisse s'éloigner avec Isabelle, Gabriel intervint avec gentillesse. « Isabelle connaît mon bras, Richard. Elle préfère que je la guide dans les nouveaux environnements. » Un éclair d'irritation traversa le visage de Richard, rapidement masqué par un sourire cordial. « Bien sûr, bien sûr. Je pensais simplement qu'elle aimerait rencontrer des personnes qui pourraient aider sa carrière. » Tout au long de la soirée, Richard s'efforça de souligner les qualités d'Isabelle auprès de tous les invités, mentionnant toujours son dépassement de soi, comme si sa cécité était un obstacle qu'elle surmontait héroïquement chaque jour, et non simplement une caractéristique de sa vie. Gabriel observait de plus en plus gêné comment Richard traitait Isabelle comme un trophée, une curiosité inspirante à exhiber aux invités. Durant un moment où ils s'éloignèrent pour prendre l'air dans le jardin, Gabriel ne put cacher sa frustration. « Il vous traite comme si vous étiez une histoire de résilience ambulante, pas une personne à part entière. » Isabelle soupira, s'adossant au banc de pierre. « C'est ainsi que beaucoup de gens me voient, Gabriel, comme une inspiration, un exemple, jamais simplement comme moi-même. Avec moi, vous pouvez être simplement Isabelle, ni plus ni moins. » À cet instant, protégés par l'obscurité de la nuit qui était si familière à Isabelle, leurs mains se trouvèrent. Le contact évolua vers une étreinte, et l'étreinte vers un baiser timide au début, puis profond et révélateur. C'était comme si tous deux avaient attendu ce moment depuis leur première rencontre à la foire. Ce qu'ils ne remarquèrent pas, c'était le regard fulminant de Richard, qui les observait depuis la terrasse. Son orgueil blessé se transforma rapidement en détermination. Il ne permettrait pas qu'un simple artisan étranger conquiert Isabelle. Pas quand lui, Richard Beaumont, avait tant à offrir.
Dans les semaines qui suivirent, la relation entre Isabelle et Gabriel s'épanouit, apportant une nouvelle lumière à sa vie et un objectif plus profond à la sienne. Gabriel commença à chercher un petit espace à louer à Saint-Florent, décidé à transférer son atelier pour être plus proche d'Isabelle. Richard, de son côté, intensifia ses tentatives pour l'impressionner. Donations généreuses à l'école où elle travaillait, invitations à des événements caritatifs, cadeaux coûteux qu'elle refusait poliment, tout pour montrer qu'il pouvait offrir une vie de confort et de sécurité que Gabriel ne pourrait jamais procurer. Lors d'un déjeuner avec la directrice de l'école, Richard ne manqua pas l'occasion de semer un doute. « J'admire beaucoup votre professeure Isabelle. Madame Clément, elle est vraiment extraordinaire. Mais j'avoue que je m'inquiète de cette proximité avec cet artisan itinérant. Vous savez comment sont ces artistes. Jamais enracinés, vivant de ville en ville. Isabelle mérite quelqu'un qui puisse vraiment prendre soin d'elle, offrir de la stabilité. » La directrice, qui avait toujours été une femme pragmatique, acquiesça, pensivement. « Isabelle est adulte et sait ce qu'elle fait. Mais je comprends votre préoccupation, Richard. Elle aura besoin de quelqu'un de solide à ses côtés, surtout compte tenu de sa condition. » Les paroles de Richard se répandirent de bientôt dans la petite ville, générant commentaires et spéculations sur la relation d'Isabelle et Gabriel. Certaines personnes commencèrent à se demander si elle n'était pas naïve de s'impliquer avec un étranger sans fortune ni prestige social. Madame Lambert, la boulangère qui avait toujours admiré Isabelle, n'hésita pas à l'alerter un matin. « Ma petite, vous savez que je ne veux que votre bien. Ce jeune homme semble être une bonne personne, mais pensez à votre avenir. Richard a une position, du respect, il peut vous offrir une vie sûre. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. » Isabelle sourit, patiente. « Madame Lambert, pensez-vous vraiment que j'ai besoin de quelqu'un qui m'apporte de la sécurité? Je vis seule depuis des années, j'enseigne à des enfants, je parcours cette ville entière sans aide. Ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce qu'il pense que je devrais être. » Malgré son apparente confiance, les paroles de la communauté commencèrent à peser sur Isabelle. Non pas parce qu'elle doutait de ses sentiments pour Gabriel, mais parce qu'elle réalisait comment les gens la voyaient, fragile, incapable de prendre les bonnes décisions concernant sa propre vie. Le destin, cependant, réservait un tournant à cette histoire d'amour. Lors d'une de ses visites régulières chez le médecin ophtalmologiste à Paris, Isabelle entendit quelque chose qu'elle n'aurait jamais espéré. Dr Laurent, qui suivait son cas depuis des années, mentionna un congrès international où il avait rencontré un médecin français récemment revenu des États-Unis. « Isabelle, le docteur Marcel Fontaine développe une technique innovante pour des cas comme le vôtre. C'est expérimental, bien sûr, mais les résultats préliminaires sont prometteurs. Il sélectionne des patients pour une étude clinique ici, en France. » Le cœur d'Isabelle s'accéléra. Jamais elle n'avait permis que l'espoir de revoir occupe trop d'espace dans ses pensées. Elle avait appris à vivre dans l'obscurité, à construire son identité et son indépendance, malgré la cécité, ou peut-être grâce à elle. Quelle serait la chance de réussite? Demanda-t-elle, sa voix trahissant l'émotion qu'elle tentait de contenir. C'est difficile à prévoir. Dans certains cas, il y a eu une récupération partielle de la vision. Dans d'autres, aucun changement significatif. La procédure n'est pas invasive comme les anciennes chirurgies, il s'agit d'un traitement aux cellules souches combiné à une stimulation neurale. Isabelle quitta le cabinet avec la tête pleine de questions qu'elle n'avait pas osé poser. Et si elle recommençait à voir? Comment serait-ce de voir le visage de Gabriel, les rues de Saint-Florent, ses élèves, les couleurs qu'elle ne faisait qu'imaginer? Et si le traitement ne fonctionnait pas? Pourrait-elle supporter une fois de plus la désillusion? Plus troublante était la question qu'elle n'osait admettre même à elle-même. Si elle retrouvait la vue, continuerait-elle à être la même Isabelle que Gabriel avait connue et dont il était tombé amoureux? De retour à Saint-Florent, Isabelle décida de ne partager la nouvelle avec personne, pas même avec Gabriel. Elle avait besoin de traiter cette possibilité, de comprendre ses propres sentiments à ce sujet avant d'impliquer d'autres personnes. Mais l'univers avait d'autres plans. Cette même semaine, lors d'un café chez son amie Christine, la seule personne en qui elle avait vraiment confiance en dehors de Gabriel, Isabelle mentionna négligemment la conversation avec le médecin. « Vous allez faire le traitement, n'est-ce pas ?» demanda immédiatement Christine. «
Je ne sais pas, c'est compliqué, Christine. J'ai construit toute ma vie, mon identité, sans la vision. Je ne sais pas si je suis prête pour un changement aussi profond. Christine, qui connaissait Isabelle depuis l'enfance et fut l'une des rares à toujours la traiter comme une égale, serra ses mains avec fermeté. Avez-vous peur que les gens commencent à vous voir différemment? Ou avez-vous peur de commencer vous-même à voir le monde différemment? La question frappa Isabelle comme un éclair. C'était exactement ça. Elle avait peur qu'en retrouvant la vue, elle perde l'essence de ce qu'elle était devenue. « Et Gabriel? Vous lui avez dit ?» continua Christine. « Pas encore. Je ne sais pas comment il va réagir. » Christine soupira pensive. « Isabelle, Gabriel vous aime pour ce que vous êtes, pas pour votre condition, mais il mérite de savoir que c'est une possibilité. » Ce soir-là, Isabelle décida de parler à Gabriel du traitement expérimental. Il l'écouta en silence. Son visage, qu'Isabelle ne pouvait voir, passant par un mélange complexe d'émotions, joie pour la possibilité qu'elle puisse retrouver quelque chose de si précieux, peur que cela change ce qu'ils avaient ensemble, et culpabilité de même considérer que sa guérison puisse être négative pour leur relation. « Qu'en pensez-vous, Gabriel ?» demanda-t-elle finalement, anxieuse face au silence prolongé. Gabriel respira profondément, choisissant soigneusement ces mots. « Je pense que vous devez faire ce que vous sentez être juste pour vous, Isabelle. Pas pour ce que moi ou n'importe qui d'autre pense. C'est votre corps, votre vie. Mais je veux savoir ce que vous ressentez, insista-t-elle. Après un moment d'hésitation, Gabriel répondit avec sincérité. J'ai peur. Peur qu'en voyant le monde avec vos propres yeux, vous réalisiez que vous auriez pu choisir un chemin différent. Peut-être quelqu'un comme Richard, qui peut offrir beaucoup plus que je ne pourrai jamais. » Isabelle toucha son visage, ses doigts traçant chaque ligne familière. « Pensez-vous vraiment que voir changerait ce que je ressens pour vous? Ce qui m'a fait vous aimer n'était pas ce que mes yeux ne pouvaient pas voir, mais ce que mon cœur aperçut dès le premier instant. » Le lendemain, une découverte inattendue apporta encore plus de complexité à la décision d'Isabelle. En organisant d'anciens documents, elle trouva une lettre de sa mère, décédée 10 ans auparavant. La lettre, gardée dans un livre de poèmes, lui était adressée et datait de son 15e anniversaire, peu après le diagnostic de rétinite pigmentaire. Avec l'aide de Gabriel, qui lut la lettre à haute voix, Isabelle découvrit un secret gardé pendant des années. Sa mère, Élise, révélait que la condition génétique d'Isabelle venait d'elle, qui avait également développé la maladie à l'adolescence, mais de façon beaucoup plus lente. Élise avait été soumise à divers traitements expérimentaux dans sa jeunesse, tous sans succès, et certains avec des effets secondaires qui l'avaient affectée pendant des années. « Ma chère fille, disait la lettre, promets-moi que tu ne suivras pas le même chemin que moi. Accepte qui tu es, construis ta vie sans placer d'espoir dans des guérisons miraculeuses qui n'apportent que des illusions. Tu m'as fait promettre, encore enfant, que je ne permettrai jamais que des médecins expérimentent sur toi comme ils l'ont fait sur moi. Maintenant, je te demande d'honorer cette promesse. » La révélation laissa Isabelle abasourdie. Elle n'avait aucun souvenir de cette promesse enfantine, mais les mots de sa mère éveillèrent un souvenir lointain d'un hôpital à l'odeur de désinfectant et de sa mère pleurant après une nouvelle tentative de traitement infructueuse. « Je ne savais pas que ma mère avait aussi eu une rétinite, » murmura Isabelle pensive. Elle n'en a jamais parlé. Elle disait simplement qu'elle comprenait ce que je traversais. Gabriel tint sa main en silence, comprenant le poids de cette révélation. « Que comptez-vous faire maintenant ?» Isabelle ne répondit pas immédiatement. Elle avait besoin de temps pour traiter tout cela, pour comprendre ce qu'elle voulait vraiment, en séparant ses propres désirs des influences externes, de la promesse à sa mère, de l'opinion de la ville, des peurs de Gabriel, des attentes de Richard. Alors qu'Isabelle luttait avec sa décision, Richard poursuivait ses efforts pour l'éloigner de Gabriel. En découvrant la possibilité du traitement expérimental, information obtenue par Théodore, qui avait entendu une conversation entre Isabelle et la directrice, Richard y vit une opportunité. Un samedi matin, il se présenta chez Isabelle avec une proposition qu'il considérait comme irrésistible. « J'ai entendu parler d'un traitement expérimental qui pourrait vous rendre la vue », commença-t-il sans détour. « J'ai également appris que la procédure est coûteuse et non couverte par l'assurance maladie. » Isabelle, surprise par l'intrusion et par la connaissance de Richard sur quelque chose qu'elle n'avait partagé qu'avec peu de personnes, répondit prudemment.
J'envisage. Mes options, Richard. Je n'ai encore pris aucune décision. Je veux financer votre traitement, Isabelle, sans engagement, sans condition. Je veux simplement vous donner la chance de voir à nouveau. L'offre l'a pris au dépourvu. D'un côté, il était vrai que le coût du traitement la préoccupait. De l'autre, accepter l'argent de Richard créerait un lien, une obligation qu'elle n'était pas sûre de vouloir avoir. C'est très généreux de votre part, Richard, mais je ne peux pas accepter. Richard insista, sa voix douce masquant sa détermination. Considérez cela comme un investissement dans l'avenir de notre communauté. Vous êtes une professeure extraordinaire. Imaginez tout ce que vous pourriez faire de plus si vous retrouviez la vue. Cela n'a rien à voir avec ce qui se passe entre vous et cet artisan. La mention indirecte de Gabriel fit comprendre à Isabelle que l'offre de Richard était loin d'être désintéressée. Elle maintint sa position, remerciant mais refusant fermement l'aide financière. Après le départ de Richard, visiblement frustré par son refus, Isabelle s'assit dans le petit jardin derrière sa maison, laissant le soleil du matin réchauffer son visage. Le parfum des fleurs qu'elle ne pouvait voir mais qu'elle avait plantées et soignées lui apportait du réconfort. C'est dans ce moment de quiétude qu'elle prit sa décision. Elle appellerait Dr Laurent et accepterait de participer à l'étude clinique du Dr Fontaine. Pas pour Richard, pas pour Gabriel, ni même pour la mémoire de sa mère, mais pour elle-même et pour la possibilité d'expérimenter le monde d'une façon qu'elle avait oubliée. Cependant, Isabelle décida de n'en parler à personne, pas même à Gabriel. Le traitement serait réalisé en sessions hebdomadaires à Paris et elle pourrait facilement justifier ses absences par des engagements professionnels liés à une formation de spécialisation pour enseignants. Un demi-mensonge qui la gênait, mais semblait nécessaire à ce moment-là. Les semaines suivantes furent un tourbillon pour Isabelle. Entre les voyages secrets à Paris pour le traitement, les cours à l'école, les projets de plus en plus concrets d'une vie aux côtés de Gabriel, qui avait enfin réussi à louer un petit espace pour son atelier en ville, et les tentatives constantes de Richard pour la conquérir, elle avait à peine le temps de traiter les changements qui commençaient à se produire dans sa perception visuelle. Au début, ce n'étaient que des sensations fugaces de clarté et d'ombre, si subtiles qu'Isabelle doutait qu'elles soient réelles, ou le fruit de son imagination pleine d'espoir. Mais à la fin de la 4e séance du traitement, elle ne pouvait plus nier. Il y avait une différence. Elle pouvait distinguer des silhouettes, des mouvements, la présence de lumière. Ce n'était pas une vision complète, loin de là, mais c'était plus qu'elle n'avait eu ces 15 dernières années. Dr Fontaine était prudemment optimiste. Votre nerf optique a mieux répondu au traitement que prévu. Il est encore tôt pour prédire combien de vision pourra être récupérée, mais les signes sont prometteurs. Le cœur battant, Isabelle demanda « Quand saurai-je? Combien je pourrais voir ?» Le processus est graduel, Isabelle. Certaines patientes remarquent des améliorations sur plusieurs semaines, d'autres prennent des mois. Nous continuerons à surveiller et à ajuster le traitement si nécessaire. Pendant ce temps, à Saint-Florent, Gabriel préparait une surprise qui changerait le cours de leur vie. Après des mois à travailler sur un projet secret dans son nouvel atelier, il était enfin prêt à franchir la prochaine étape. Il avait commandé une bague dans une joaillerie artisanale de Lyon, économisant chaque centime qu'il gagnait avec ses sculptures, et prévoyait de demander Isabelle en mariage. La pierre de la bague n'était pas un diamant luxueux comme Richard pourrait offrir, mais une délicate aigue marine bleu ciel sertie sur de l'argent travaillé à la main. Un bijou qui valorisait autant le toucher que l'apparence, parfait pour quelqu'un qui percevait le monde à travers ses doigts. Par une soirée étoilée, après un dîner simple sur la terrasse de la maison d'Isabelle, Gabriel rassembla enfin son courage pour faire sa demande. S'agenouillant devant elle, il plaça le petit écrin dans ses mains. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle surprise, ses doigts explorant la forme de la boîte. « Ouvrez-la » répondit-il, sa voix trahissant sa nervosité. Lorsqu'Isabelle ouvrit l'écrin et toucha la bague, une larme coula sur son visage. Ses mains tremblaient légèrement. « Isabelle Moreau, vous avez changé ma vie dès le premier moment où vous avez touché mes sculptures. Je veux passer le reste de mes jours à créer un monde que nous pourrons ressentir ensemble. Voulez-vous m'épouser » Pendant un instant, Isabelle hésita, non par doute sur ses sentiments pour Gabriel, mais par culpabilité de lui cacher le traitement et les changements qu'elle commençait déjà à percevoir dans sa vision. Et s'il demandait en mariage quelqu'un qui serait bientôt une personne différente? Mais l'amour parla plus fort. « Oui, Gabriel, rien ne me rendrait plus heureuse.
Les fiançailles d'Isabelle et Gabriel se répandirent rapidement dans la petite ville, générant diverses réactions. La majorité des habitants étaient sincèrement heureuses pour le couple, reconnaissant en eux un amour véritable qui transcendait les conventions sociales. D'autres, plus proches de Richard, remettaient en question la sagesse de cette union, insinuant que Gabriel profiterait de la vulnérabilité d'Isabelle. Richard reçut la nouvelle comme un coup direct à son orgueil. Pendant des années, il avait vu Isabelle comme quelqu'un qui finirait par réaliser qu'il était le choix le plus logique, le partenaire qui pourrait lui apporter sécurité et statut. L'idée qu'elle préfère un simple artisan sans fortune ni influence était presque incompréhensible pour lui. Dans un dernier effort désespéré, Richard invita Isabelle à prendre un café, prétendant vouloir simplement lui souhaiter du bonheur. Elle accepta, croyant à la sincérité de ses intentions. « Êtes-vous sûre de faire le bon choix, Isabelle » demanda-t-il, après quelques minutes de conversation superficielle. Gabriel semble être un homme bien, mais pensez à l'avenir. Et si votre condition s'aggravait, aura-t-il les ressources pour prendre soin de vous, pour vous procurer les traitements dont vous pourriez avoir besoin? Isabelle garda son calme, bien qu'intérieurement, elle ressente un mélange de colère et de pitié. « Richard, j'apprécie votre préoccupation, mais vous semblez ne pas comprendre que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour prendre soin de moi. J'ai besoin d'un partenaire, d'un égal. Gabriel me voit comme je suis, une femme complète, capable, indépendante, pas comme un projet de charité ou une personne brisée qui doit être réparée. » Richard s'éloigna, vaincu, mais déterminé, à garder sa dignité. « Je veux seulement que vous soyez heureuse, Isabelle. Si Gabriel est celui qui vous rend heureuse, alors je vous souhaite tout le bonheur du monde. » Avec les préparatifs du mariage en cours et le traitement expérimental qui continuait, Isabelle vivait dans une dualité constante. D'un côté, la joie de construire un avenir avec Gabriel, de l'autre, l'anxiété de lui cacher les changements de plus en plus évidents dans sa vision. Lors d'une des dernières séances du traitement, Dr Fontaine confirma ce qu'Isabelle soupçonnait déjà. « Nous constatons une amélioration significative de la fonction du nerf optique. Votre vision ne sera jamais parfaite, Isabelle, mais il y a de grandes chances que vous récupériez suffisamment pour distinguer les visages, lire avec l'aide de lentilles et vous déplacer sans la canne. » La nouvelle la laissa en état de choc. Après des années à vivre dans l'obscurité, la perspective de réellement voir à nouveau était à la fois merveilleuse et terrifiante. Comment serait-ce de voir le visage de Gabriel pour la première fois? Comment réagirait-elle en voyant sa propre image dans le miroir? Et surtout, comment expliquerait-elle à Gabriel qu'elle avait caché quelque chose d'aussi significatif pendant tout ce temps? À mesure que le jour du mariage approchait, la vision d'Isabelle continuait à s'améliorer progressivement. Elle pouvait déjà distinguer des formes plus définies, reconnaître certaines couleurs, percevoir des expressions faciales quand elle était très proche. C'était comme si le monde émergeait lentement d'un épais brouillard. Elle avait prévu de tout dire à Gabriel avant la cérémonie, mais chaque fois qu'elle essayait de rassembler son courage, quelque chose l'en empêchait. La peur de sa réaction, qu'il pense qu'elle ne lui avait pas fait suffisamment confiance, la paralysait. Et ainsi, presque sans s'en rendre compte, le jour du mariage arriva avec son secret encore gardé. Le mariage aurait lieu dans la petite chapelle de Saint-Florent, suivi d'une fête dans le jardin de l'école, décorée avec des sculptures de Gabriel et des fleurs des champs cueillies par les élèves d'Isabelle. C'était un événement simple, mais plein de signification qui reflétait l'essence du couple. Le matin du grand jour, Christine aidait Isabelle à se préparer. La robe, d'un blanc doux avec des détails en dentelle, avait été cousue par la mère de Gabriel, une couturière habile qui avait immédiatement accepté Isabelle comme faisant partie de la famille. « Vous êtes magnifique, Isabelle », dit Christine ajustant le voile. « Comment vous sentez-vous »« Nerveuse, heureuse et coupable », répondit Isabelle, confessant finalement à son amie le traitement et les améliorations de sa vision. « Je ne sais pas comment le dire à Gabriel. Et s'il pense que je ne lui ai pas fait confiance, que j'ai caché quelque chose d'aussi important ?» Christine soupira, comprenant le dilemme de son amie. « Gabriel vous aime, Isabelle. Il sera surpris, peut-être même blessé de ne pas avoir été inclus dans ce parcours, mais je suis certaine qu'il comprendra pourquoi vous aviez besoin de le faire seul. Et si, dès s'il pense que je ne suis plus la même personne, que l'Isabelle dont il est tombé amoureux disparaît avec la cécité,
Christine serra les mains tremblantes de son amie. « Vous êtes toujours vous, Isabelle. La cécité ne vous a jamais défini. Elle a seulement fait partie de votre histoire. Gabriel est tombé amoureux de votre âme, pas de votre condition. » Quand vint le moment de marcher vers l'autel, Isabelle sentait son cœur presque sortir de sa poitrine. Le bras fermement appuyé sur celui de son oncle Édouard, le seul proche parent qui lui restait, elle avança sur les quelques mètres qui séparaient l'entrée de la petite église de l'autel où Gabriel l'attendait. L'église était illuminée par des dizaines de bougies, créant une ambiance chaleureuse et intime. Pour n'importe quel observateur, Isabelle semblait être la mariée aveugle guidée vers l'autel, mais la vérité était autre. Elle pouvait voir, bien que de façon limitée, les contours de la décoration, les silhouettes des invités et, plus important, la figure de Gabriel debout devant elle. Lorsqu'elle arriva à l'autel et que son oncle remit sa main à Gabriel, Isabelle sentit un frisson parcourir son échine. Pour la première fois, elle pouvait distinguer les traits de son visage, pas avec une clarté totale, mais suffisamment pour confirmer ce que ses doigts connaissaient déjà. Gabriel était encore plus beau qu'elle ne l'avait imaginé. La cérémonie se déroula comme dans un rêve. Isabelle était tellement absorbée par l'expérience de presque voir l'homme qu'elle aimait, qu'elle prêta à peine attention aux paroles du prêtre. Quand vint le moment des vœux, sa voix trembla légèrement. « Gabriel, vous m'avez appris qu'il existe de nombreuses façons de voir le monde. Avec vous, j'ai appris à voir avec le cœur, à sentir les couleurs et les formes que mes yeux ne captèrent pas. Je promets d'être votre partenaire, votre amie, votre confidente, dans tous les moments à venir. Je promets de construire à vos côtés un monde où nous pourrons grandir ensemble, où chaque jour sera une nouvelle découverte. » Gabriel, avec des larmes dans les yeux qu'Isabelle pouvait maintenant percevoir brillants, répondit avec sa voix grave et émue. « Isabelle, dès le premier moment où vous avez touché mes sculptures, j'ai su que j'avais trouvé quelqu'un de spécial. Vous m'avez appris à voir au-delà de la surface des choses, à trouver la beauté là où d'autres ne la percevaient pas. Je promets d'être à vos côtés à chaque pas du chemin, de soutenir vos rêves, de célébrer vos réussites, d'être l'épaule sur laquelle vous pourrez vous appuyer quand vous en aurez besoin. Je promets de vous aimer exactement comme vous êtes, aujourd'hui et toujours. » Les alliances furent échangées, le baiser scella l'union, et les applaudissements des invités remplirent la petite chapelle. Isabelle et Gabriel étaient officiellement mariés. La fête dans le jardin de l'école était une explosion de couleurs et de parfums qu'Isabelle expérimentait avec une intensité nouvelle. À mesure que la soirée avançait, sa vision semblait s'améliorer avec l'émotion, ou peut-être était-ce simplement l'effet de l'éclairage doux du jardin, décoré avec des centaines de petites lumières distribuées entre les arbres. À un certain moment, alors qu'ils dansaient sous les étoiles, Isabelle ne put plus contenir son secret. Regardant directement dans les yeux de Gabriel, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, elle murmura « Je peux vous voir, Gabriel ?» Il arrêta de danser, confus. « Que voulez-vous dire ?» La voix étranglée par l'émotion, Isabelle expliqua le traitement expérimental, ses voyages secrets à Paris, l'amélioration progressive de sa vision. Elle raconta comment elle voulait être sûre que cela fonctionnerait avant de créer des « attentes chez lui », comment elle craignait qu'il la voie différemment s'il le savait. Gabriel resta silencieux pendant de longues secondes, traitant la révélation. Quand il parla enfin, sa voix était un mélange de surprise, de joie et d'un soupçon de blessure. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit, Isabelle ? J'aurais pu être à vos côtés, vous soutenir dans ce parcours. » « J'avais peur, confessa-t-elle, peur que ça ne fonctionne pas et que vous partagiez ma déception, peur que ça fonctionne et que vous me voyiez différemment. La cécité a fait partie de qui je suis pendant si longtemps que je ne savais pas qui je serais sans elle. » Gabriel toucha son visage avec tendresse, exactement comme il le faisait depuis le premier jour. Mais maintenant, Isabelle pouvait voir l'amour dans ses yeux, pas seulement le sentir dans ses doigts. « Vous êtes toujours vous, Isabelle, avec ou sans vision. C'est votre âme que j'aime, pas l'état de vos yeux. » Alors qu'ils s'embrassaient, une silhouette les observait de loin, avec une expression sombre. Richard, qui avait assisté au mariage plus par apparence que par désir sincère de célébrer l'union, comprenait maintenant pourquoi Isabelle avait refusé son offre de payer pour le traitement. Elle faisait déjà la procédure, en secret.
Poussé par un mélange de curiosité et de ressentiment, Richard s'approcha du couple quand Gabriel s'éloigna momentanément pour chercher des boissons. « Alors c'est vrai, » dit-il, surprenant Isabelle. « Vous retrouvez la vue. » La surprise sur son visage confirma ses soupçons. « Comment le savez-vous, Richard ?»« J'ai entendu votre conversation avec Gabriel. Pas intentionnellement, bien sûr. Son ton laissait entendre que ce n'était pas accidentel. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit quand j'ai proposé de payer le traitement? Vous auriez pu économiser votre argent. » Isabelle soupira, fatiguée des jeux de Richard. « Parce que je ne voulais rien vous devoir. Je voulais le faire par moi-même, à mes conditions. » Richard rit sans humour. « Toujours aussi indépendante. Vous savez, Isabelle, je croyais vraiment être le meilleur pour vous. Que je pourrais offrir sécurité, stabilité, une vie sans souci. Ce n'est pas de sécurité dont j'avais besoin, Richard, c'était de compréhension, de respect, d'égalité, des choses que vous n'avez jamais pu me donner, non pas parce que vous ne le vouliez pas, mais parce que vous n'avez jamais compris qui je suis vraiment. » Ces paroles le frappèrent avec force, car elles contenaient une vérité qu'il n'avait jamais considérée. Pendant toutes ces années, Richard n'avait jamais vu Isabelle comme elle était vraiment, une femme complète, capable, indépendante. Au lieu de cela, il l'avait vue comme quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé, protégé, guidé, quelqu'un qui devrait être reconnaissante pour son attention et sa générosité. « J'espère que vous serez heureuse avec votre choix, Isabelle, » dit-il finalement, s'éloignant avec dignité. Gabriel revint avec les boissons, remarquant l'expression pensive d'Isabelle. « Tout va bien? J'ai vu Richard vous parler. »« Tout va très bien, » répondit-elle en souriant. « Je ferme simplement quelques chapitres pour commencer notre histoire. » Dans les semaines qui suivirent le mariage, Isabelle et Gabriel s'embarquèrent dans un voyage de découverte. Chaque nouvelle amélioration de sa vision apportait merveilles et défis. Le monde visuel était à la fois fascinant et écrasant. Couleurs plus vives qu'elle ne se souvenait, détails qu'elle n'avait jamais perçus, expressions faciales qu'elle devait réapprendre à interpréter. Gabriel était à ses côtés, à chaque étape, patient et aimant, l'aidant à naviguer dans ce nouvel univers sensoriel sans perdre la connexion avec les capacités qu'elle avait développées pendant les années de cécité. Mais tout n'était pas parfait. À mesure qu'Isabelle récupérait davantage sa vision, elle commença à remarquer des choses qui lui échappaient auparavant. Elle perçut comment certaines personnes en ville la regardaient encore avec pitié, même maintenant qu'elle pouvait voir. Elle remarqua les regards curieux, les chuchotements quand elle passait. Plus troublant fut de constater comment Gabriel semblait parfois mal à l'aise quand elle l'observait travailler sur ses sculptures, quelque chose qu'elle n'avait jamais pu faire avant. C'était comme s'il était habitué à décrire son travail, pour elle, mais se sentait maintenant comme si ses créations étaient exposées à un nouveau type de jugement. Un après-midi, alors que Gabriel travaillait sur une nouvelle pièce, Isabelle l'observait depuis la porte de l'atelier. Ses yeux, désormais capables de distinguer les détails avec l'aide de lunettes spéciales, suivaient le mouvement habile de ses mains modelant le bois. « Pourquoi êtes-vous si silencieuse ?» demanda Gabriel, sans détourner son regard de son travail. « J'apprécie de pouvoir vous voir travailler. C'est différent de ce que j'imaginais. » Gabriel fit une pause, posant le ciseau sur l'établi. « Différent comment ?»« Plus intense, plus intime. Avant, j'entendais les sons, je sentais l'odeur du bois, je touchais les pièces une fois terminées. Maintenant, je peux voir la transformation se produire. » Gabriel sourit, mais il y avait une tension dans ses épaules qui n'échappa pas au regard de plus en plus attentif d'Isabelle. « Vous vous sentez mal à l'aise quand je vous observe ?» La question le prit par surprise. Gabriel hésita avant de répondre. « Ce n'est pas de la gêne, c'est différent. Avant, je vous décrivais chaque détail, chaque courbe, chaque texture. Maintenant, vous pouvez voir par vous-même, et parfois je me demande si ce que vous voyez correspond à ce que vous imaginiez. » Isabelle s'approcha, touchant le visage de Gabriel exactement comme elle le faisait quand elle ne pouvait pas le voir. « Ce que je vois est encore plus beau que ce que j'imaginais. Pas seulement vos sculptures, mais vous, notre monde, tout. » Ce moment marqua un tournant dans leur adaptation à la nouvelle réalité. Gabriel commença à partager plus ouvertement ses insécurités, la peur qu'Isabelle, maintenant capable de voir le monde dans sa totalité, puisse regretter son choix, puisse découvrir qu'il y avait un univers de possibilités qu'elle n'avait pas considéré auparavant. Isabelle, de son côté,
apprit à équilibrer sa nouvelle perception visuelle avec les capacités sensorielles qu'elle avait développées. Au fil des ans, elle réalisa que sa sensibilité auditive, son toucher aiguisé, sa capacité à percevoir les nuances dans les voix des gens étaient des dons précieux qui complétaient, et non concurrençaient, sa vision retrouvée. Un des moments les plus significatifs de ce parcours survint lorsqu'Isabelle retourna en classe après son congé pour son mariage et son traitement. Ses élèves, qu'il avait toujours connus comme la professeure aveugle, furent initialement confus et curieux face au changement. « Madame, est-ce vrai que vous pouvez maintenant nous voir ?» demanda Mathieu, le même garçon qui, des années auparavant, avait demandé comment elle savait quand ils étaient attentifs. Isabelle sourit, ajustant les lunettes spéciales qu'elle portait désormais. « Oui, Mathieu, je peux vous voir même si ce n'est pas parfaitement. »« Et comment est-ce? Voir après tant de temps sans pouvoir le faire ?» questionna Louise, une fille timide du fond de la classe. Isabelle réfléchit un moment avant de répondre « C'est comme apprendre une nouvelle langue, Louise. Parfois c'est déroutant, parfois c'est excitant, c'est toujours une découverte. Mais la chose la plus importante que j'ai apprise est que voir avec les yeux n'est qu'une des nombreuses façons de percevoir le monde. » Ce jour-là, Isabelle donna un cours spécial sur la perception, invitant les élèves à expérimenter différentes façons de ressentir l'environnement. Les yeux fermés, en utilisant uniquement le toucher, seulement l'ouïe, seulement l'odorat. Ce fut une leçon puissante sur l'empathie et la compréhension qui resterait à jamais dans la mémoire de ses enfants. Au fil des mois, Saint-Florent s'adaptait également à la nouvelle Isabelle. Richard, après une période d'éloignement, trouva finalement un chemin vers une relation cordiale avec le couple. Ils ne seraient jamais des amis proches, mais ils apprirent à coexister dans cette petite communauté où tous inévitablement se croisaient. Le tournant pour Richard vint lorsque, durant une crise familiale impliquant son père malade, Isabelle et Gabriel furent parmi les premiers à offrir leur aide, sans ressentiment ni condition. Ce geste de générosité le fit repenser à beaucoup de ses attitudes passées, et bien qu'il ne l'admette jamais à haute voix, il commença à comprendre le véritable sens de voir au-delà des apparences. Un an après le mariage, l'atelier de Gabriel était devenu un petit centre culturel à Saint-Florent. En plus de ses sculptures, il proposait maintenant des cours d'artisanat pour les enfants et les jeunes de la ville. Isabelle, quant à elle, avait développé une méthode d'enseignement innovante qui combinait expérience sensorielle et apprentissage visuel, tirant parti de son expérience unique d'avoir vécu dans les deux mondes. Ensemble, ils transformèrent leur maison en un espace accueillant et créatif où les sculptures de Gabriel coexistaient harmonieusement avec les livres et le matériel pédagogique d'Isabelle. Le jardin, autrefois un simple ensemble d'arômes et de textures pour elle, fleurissait maintenant avec des couleurs soigneusement planifiées, créant un spectacle visuel qui honorait les souvenirs sensoriels qu'elle gardait. Par un après-midi, tranquille, alors qu'ils observèrent le coucher de soleil depuis la terrasse, un spectacle qui émouvait encore Isabelle, Gabrielle apporta un petit paquet enveloppé dans du papier artisanal. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, curieuse. « Ouvrez et découvrez. » À l'intérieur du paquet se trouvait une sculpture délicate, une paire de mains entrelacées, sculptée avec la précision caractéristique de Gabrielle. Mais ce qui rendait la pièce spéciale était le détail. Les mains n'avaient pas d'yeux, mais portèrent des cœurs dans les paumes. « C'est magnifique » murmura Isabelle, émue. « C'est pour rappeler que, même maintenant que nous pouvons nous voir avec les yeux, ce qui compte vraiment, est de continuer à nous voir avec le cœur, comme nous l'avons toujours fait. » Isabelle serra la sculpture contre sa poitrine, sentant à travers ses doigts les détails que ses yeux pouvaient maintenant voir. C'était un symbole parfait de leur voyage, un qui avait commencé dans l'obscurité et s'était ouvert à la lumière, mais qui avait toujours été guidé par ce qu'il y avait de plus profond en chacun d'eux. « Savez-vous ce que je préfère pouvoir voir maintenant ?» demanda-t-elle, regardant dans les yeux de son mari. « Quoi ? La façon dont vous souriez quand vous êtes vraiment heureux. Comment vos yeux s'illuminent quand vous avez une nouvelle. Idée pour une sculpture. L'expression de paix sur votre visage quand vous dormez. » Gabriel l'enlaça, sentant qu'ils avaient trouvé l'équilibre parfait, entre le passé et le présent, entre voir et sentir, entre le monde qu'ils avaient construit ensemble dans l'obscurité et celui qu'ils exploraient maintenant dans la lumière.
Cette nuit-là, alors que la ville dormait sous un ciel étoilé, Isabelle et Gabriel parlèrent de l'avenir, de la possibilité d'avoir des enfants, d'agrandir l'atelier, d'étendre leurs méthodes d'enseignement à d'autres écoles. Il y avait un monde de possibilités devant eux, et ils étaient de prêts à l'explorer, ensemble, pas à pas, respectant le rythme de l'autre, célébrant les différences, construisant des ponts entre leurs expériences. Le parcours d'Isabelle, de l'obscurité à la lumière, de l'isolement à la connexion, de la peur au courage, était un témoignage du pouvoir transformateur de l'amour véritable. Pas l'amour idéalisé des contes de fées, mais celui construit jour après jour, à travers de petits gestes, une patience infinie, une acceptation profonde. Et leur histoire, comme toutes les grandes histoires d'amour, n'avait pas vraiment de fin. C'était un apprentissage continu pour voir l'autre comme il est vraiment, pas comme nous voudrions qu'il soit. C'était découvrir, chaque jour, de nouvelles façons de voir le monde, avec les yeux, avec les mains, avec le cœur. Fin de l'histoire. Et maintenant, chers lecteurs, qu'avez-vous pensé de ce voyage de découverte et de dépassement? Isabelle a-t-elle fait le bon choix en cherchant le traitement en secret? Gabriel a-t-il réagi comme vous l'attendiez à la révélation? Et Richard a-t-il vraiment changé sa façon de voir Isabelle? Nous aimerions connaître vos opinions et réflexions. D'où nous suivez-vous? Avez-vous une histoire personnelle sur le fait de voir au-delà des apparences à partager avec nous? N'oubliez pas de laisser votre j'aime, de partager avec des amis qui apprécient les histoires d'amour véritables et, le plus important, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains récits émouvants. Votre compagnie dans ce voyage signifie beaucoup pour nous. À la prochaine histoire.